bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence dans notre semaine, bruxelloise contre la haine et l'islamophobie, organisée par le CCIB dans le cadre de la campagne qu'il fait annuellement au mois de septembre qui s'appelle Islamophobia 21. Cette semaine est soutenue par Equal Bruxelles suite à un appel à projet déposé auprès de la secrétaire d'État, Madame Nawal Benamou, de l'égalité des chances à Bruxelles. Et l'idée de rencontrer des journalistes et le monde des journaux et le monde des médias, etc., vient d'une idée que finalement, nous sommes dans un pays démocratique où la liberté d'expression et la liberté de presse sont quand même des valeurs très importantes qui animent chacun d'entre nous. Et finalement, les médias et la presse restent quand même un vecteur très important de communication, d'information, etc. Et parfois, dans le cadre de nos activités antiracistes, le collectif contre l'islamophobie en Belgique se heurte parfois ou voit des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, des images qui illustrent des articles qui ne sont peut-être pas les meilleurs, des propos qui ne sont peut-être pas les meilleurs, qui sont rapportés par des journaux, propagés par ces journaux, propagés par le web, etc. Et puis finalement, on a essayé de découvrir ce qu'il se cache derrière le métier et l'objectif de certains médias, l'objectif de certaines rédactions, etc. Et on a invité plusieurs journalistes du monde professionnel, des journalistes du monde des médias alternatifs, des chercheurs, des enseignants de journalisme, etc., pour nous aider dans une démarche pédagogique à mieux comprendre le phénomène du racisme et des discriminations au travers de la presse et des médias. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un panel de journalistes professionnels des journaux mainstream à qui on a demandé de venir. Ils ont accepté de jouer le jeu et je les remercie. Donc ce soir, c'est moi qui vais faire le journaliste. Hein. C'est moi qui vais poser les questions et on va essayer de les écouter attentivement et essayer de comprendre finalement les enjeux, les obstacles qu'ils vivent dans les rédactions, les obstacles qu'ils subissent quand ils sont attaqués par un lecteur au conseil de déontologie ou autre, etc. Donc voilà un peu le décor de ce soir. Donc je remercie les 4 journalistes qui sont avec nous. Il y en avait un 5e malheureusement qui n'a pas pu venir pour cause de quarantaine. Et c'était notre ami Havida Hamouti, qui est islamologue, qui devait animer ces débats, qui malheureusement est aussi absente. Voilà, on va commencer par Yasmine Post, qui est bruxelloise. Tous les journalistes qu'on a invités, c'est des Bruxellois, puisque nous sommes dans la semaine bruxelloise d'action contre la haine et l'islamophobie. Yasmine Post, qui est bruxelloise, qui est arrivée en Belgique il y a à peu près 5-6 ans, je pense, hein, et qui vient de la Hollande, et qui travaille pour le journal Breuse. Elle est aussi anthropologue, donc elle a une certaine approche du journalisme, où elle s'intéresse aussi au fait sociétal de son travail d'investigation. Elle couvre les sujets politiques de la ville de la commune de Molenbeek. Et aujourd'hui, on lui a demandé de venir pour nous parler un peu de comment est-ce qu'elle construit ces journaux, comment est-ce qu'elle construit ces articles, puisqu'elle produit beaucoup d'articles sur l'islam, sur les musulmans, sur les femmes en foulard, etc., etc., quelque chose qui est finalement très bénin à Bruxelles. Hein. Et comment est-ce qu'elle contacte ces gens, comment est-ce qu'elle rédige ces articles, et quel sont le recul qu'elle doit avoir pour pouvoir mener à bien ce travail d'investigation et ce travail d'interview. Yasmine ? Oui, d'abord je veux commencer avec quelques bons exemples de notre rédaction et plus tard on peut parler un peu plus sur des choses qui ne vont moins bien. D'abord, donc, chaque année, on couvre un peu les mêmes fêtes islamiques et je trouve ça très important de
chacun trouvait une nouvelle façon de couvrir. Cette année, j'ai essayé de trouver une nouvelle approche pour l'Aïd al-Fitr. Donc, comme c'était pendant le Corona, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, il y avait plein d'initiatives de solidarité. Et comme ce fait n'est pas seulement à propos de manger, je me disais, je vais écrire à propos de ça. Donc, j'ai contacté des gens sur les réseaux sociaux. J'ai élargi aussi mon réseau avec des contacts permanents. Et donc, j'avais une histoire que normalement, je n'aurais pas écrit, mais juste parce que je trouvais que c'est important de trouver une nouvelle façon de couvrir. Et il y avait aussi une autre... à la fin de Ramadan, il y avait une autre initiative dans ma rue de quelques jeunes de Molenbeek qui étaient au Marolles pour les livraisons de nourriture. Donc ça aussi, c'était une initiative de solidarité qui était pendant le Ramadan. Donc ça, c'est deux bons exemples que j'ai bien aimés. Mais c'est aussi quelque chose, parfois aussi on fait ce ne sont pas toujours des erreurs, mais parfois les choses représentent un peu trop simple. Par exemple, le fait de sacrifice, on a mis une photo d'un mouton. Et ça aussi, ça montre que notre base de photos est un peu pauvre. Ça, c'est le premier exemple que j'ai pensé. Quand vous dites que vous avez contacté les gens via les réseaux sociaux, etc., ça veut dire que vous n'avez pas non plus une base de personnes ressources que vous pouvez contacter? Est-ce que vous avez des collègues qui peuvent vous aider, qui sont peut-être musulmans dans ce cas-ci, etc.? Oui, ça, vous touchez quelque chose d'essentiel. Bien sûr, on a une très large base de données des Bruxellois, dont lesquels aussi des musulmans. Mais on n'a pas des collègues pratiquants musulmans sur notre rédaction. Et ça, c'est très dommage parce que, bien sûr, avec eux, ça sera beaucoup plus facile de trouver ces nouvelles approches de chaque année, trouver quelque chose de nouveau. Et de bien couvrir aussi sur une façon qui est représentative. Parce que, oui... Parce que oui, par exemple, on a aussi une photo qu'on utilise souvent. C'est une famille musulmane qui prend un dîner ensemble. Et on réutilise très souvent. Oui, ça c'est très dommage. Mais en fait, on travaille là-dessus. Donc, j'ai poussé un peu, mais aussi mes collègues ont la même idée. De vraiment ouvrir la rédaction aux stagiaires, aux autres collègues. Donc on sait que c'est une faiblesse et on travaille là-dessus. C'est une faiblesse, mais dans le cadre des plans de diversité en entreprise privée comme en entreprise publique, ce n'est pas une façon aussi d'intégrer une partie de la population. Je sais que la population néerlandophone est relativement faible à Bruxelles, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont néerlandophones. Est-ce qu'il y a une charte de la diversité au sein de votre entreprise qui vous permette effectivement de bénéficier de formations justement pour comment mieux comprendre les populations à côté desquelles vous vivez et comment intégrer ces populations? Et avant que tu ne répondes, je tiens à remercier Yasmine qui fait un effort assez important de parler en français parce qu'elle est néerlandophone, mais il nous fallait un journaliste néerlandophone et qui parle français. Donc, je te remercie d'être là. Oui, merci pour votre patience avec mon français.
On a déjà beaucoup parlé sur un plan de diversité et l'année dernière, on avait une journée team building dans laquelle on a vu que c'est la première priorité aussi pour tous les collègues de créer cette rédaction qui représente mieux la ville. Là, il vient de commencer 2 jeunes journalistes avec un parcours un peu atypique qui n'ont pas fini encore les études de journalisme, mais qui vont apprendre le métier chez nous. Donc, ça bouge, mais il n'y a pas, pas de quotas, pas de plan de diversité. Ça dépend un peu. Oui, mais la volonté est là. Ouais. Vous avez aussi été journaliste à Amsterdam. Est-ce que vous voyez une différence dans les approches d'un journal néerlandophone bruxellois par rapport à un journal amsterdamois? Le meilleur exemple aux Pays-Bas, je trouve, et c'est très intéressant ce qu'ils font là-bas, c'est le magazine digital One World. C'est un peu comme Mo fait ici. Donc, le journalisme du monde, en fait. Mais nous, ici, on écrit sur la politique internationale, mais chez eux, aux Pays-Bas, ils écrivent vraiment sur les questions de société multiculturelle aux Pays-Bas même. Donc, ils ont des excellents articles à propos de racisme, discrimination. Et je crois aussi que c'est à cause du fait que le rédacteur en chef est une femme noire. Donc, on voit vraiment le résultat. C'est très intéressant. Tu as parlé de base de photos. Moi, personnellement, quand je regarde les journaux mainstream auxquels j'ai accès, je ne peux pas dire qu'il y ait une grande variété de photos. C'est toujours la même tête de mouton, c'est toujours la même personne qui va à la mosquée. C'est toujours. On dirait que le catalogue des photos, la base de données de photos des médias mainstream se limite à une quinzaine ou à une vingtaine de photos, alors qu'il y a 1001 façons d'illustrer des articles, etc. C'est parce qu'on est sous le feu de l'action qu'il faut faire quelque chose et qu'on n'a pas le temps finalement de se constituer une base de photos, ou bien Mais je crois que c'est beaucoup à faire avec le fait que donc on couvre tous les années, on couvre les grandes fêtes islamiques, mais on ne pense pas assez bien en avance. Si on pense en avance, on peut aller quelque part et amener un photographe au lieu de le faire au dernier moment. Est-ce que c'est toujours l'aspect religieux des musulmans qui vous anime dans l'enquête, ou bien c'est des êtres, c'est des citoyens bruxellois à part entière qui peuvent faire du sport, qui peuvent aller à la gym, qui peuvent faire une conférence ou une activité comme ce soir, etc. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez plutôt ce type de champ d'action ou de thème? Mais on couvre aussi, il y a plein de politiciens bruxellois qui sont très actifs dans la politique, qui sont musulmans, mais on couvre plein de nouvelles sur eux. Donc ça, c'est un exemple pour montrer que ce n'est pas toujours la religion qui fait qu'on couvre quelque chose. Il s'est passé, ça c'est une question que je vais poser aux 4 invités de ce soir. Quand on regarde les derniers mois de ce qui s'est passé à Bruxelles, on a eu la mort d'un prédicateur qui s'appelait Rachid Haddesh. On a eu une manifestation Hijabi Fight Back, proteste suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le droit de pouvoir interdire des femmes majeures en foulard d'aller dans l'enseignement public.
Ce week-end, hier, il y a eu la journée européenne contre l'islamophobie et où il y a eu des prises de parole. Il y a eu un rapport qui a eu une couverture très très importante dans les médias, dont le rapport du CCIB. Mm-hmm. Il y a eu une intervention ici à la communauté européenne très très importante du commissaire européen contre les discriminations qui utilise le mot islamophobie, etc. Ces trois événements, en quoi est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour vous dans la perception, dans votre travail? Il y a des choses que vous avez peut-être sous-estimées, peut-être inconnues, etc. Donc, c'est quoi exactement la question? Aujourd'hui, avec 6 mois ou 7 mois d'actualité, où on a vu énormément de choses apparaître dans la population musulmane bruxelloise, comment est-ce que vous interprétez ou comment ça impacte votre quotidien, votre vue de journaliste? Ma vue sur mon métier? Oui. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris la question. J'ai cité 3 grands événements qui ont été très médiatisés. Et je voulais savoir, maintenant que vous avez vu ça, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans votre logiciel de journaliste et quelque chose dans lequel vous évoluez et vous analysez, etc. Ou c'est quelque chose qui vous surprend? Ah non, en fait, tous les 3 événements, je les avais déjà annoncés à la rédaction, donc je les avais vus comme ça, donc j'étais un peu avant la couverture des médias, je crois. Il y a quelques mois, la Commission européenne, au travers d'un appel à projet, avait lancé dans toute l'Europe des demandes pour que la société civile, les associations, produisent un guide pour les journalistes concernant l'islam et les musulmans. Est-ce que vous avez été mise au courant de cela? Non, c'était une initiative. Je suis très curieuse de le voir et de prendre aussi les conseils pour notre rédaction. Okay. Eh bien, on a encore 7 minutes devant nous. J'ai posé toutes les questions qu'on avait décidé de poser avec toi. Et est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose dans l'expérience? Tu as cité une certaine expérience pour la fête du mouton. Est-ce que tu as d'autres expériences qui te réconfortent dans ton choix de métier de journaliste et de t'intéresser à ces sujets-là? En fait, je trouvais très intéressant d'être présent à la manifestation de Hijabis Fight Back. Et je me suis dit, c'est vraiment un moment, quelque chose qui tourne, parce que finalement, avec tous ces débats des vieux hommes blancs, ce sont des femmes musulmanes qui prennent la parole. Je trouvais j'étais très fière d'être présente. J'étais aussi très fière d'être présente au moment que la commune de Molenbeek a voté pour cette motion, pour l'idée de créer ce groupe de travail pour travailler sur la laïcité et la fin de laïcité peut-être, je dis. Donc je trouve ça c'est important parce qu'on parle de la création d'une société inclusive et je crois vraiment en ça. Donc oui, c'est... Oui. Donc vous appréciez énormément la prise de parole de ces jeunes femmes, puisque très souvent, bien longtemps, où les parents ou les grands frères leur confisquaient la parole. Et aujourd'hui, elles ont les capacités de dire qu'elles existent et de dire ce qu'elles veulent. Mais non, je ne parle pas des parents, je parle des autres intellectuels flamands ou belges qui prennent la parole dans leur place. Ok, donc ça c'est quelque chose qui
satisfait beaucoup, c'est qu'enfin, elles prennent la parole pour défendre leurs droits. Et ben, je vous remercie, Yasmine, pour ce premier échange. Et j'ai été un des premiers surpris de Hijabi Fight Back Protest aussi. Donc, je te remercie de ce temps d'échange et je te remercie aussi de favoriser une société d'inclusion. On l'entend pas souvent, malheureusement, assez souvent, malheureusement. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi aussi. Eh bien, merci d'être encore avec nous. Nous commençons notre deuxième entretien avec Salwa Boujour. Salwa est spécialisée dans les questions de genre et de diversité, de décolonialisme. Elle est assistante chargée d'exercice à l'unité à l'ULB, dans la faculté de lettres, traduction et communication. Elle est engagée pour un monde journalistique beaucoup plus représentatif de la société. Elle a été pendant 2 ans présentatrice d'émissions à Radio Arabelle. Elle est journaliste indépendante. Elle écrit pour des médias en ligne et elle produit son propre contenu journalistique sur Instagram où elle est suivie par quand même quelques milliers de personnes. Alors, merci Salwa d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Voilà. La première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire du journalisme et quelle a été la raison de choisir comme sujet de ton diplôme de fin d'études, ton master, la diversité en entreprise, dans les rédactions journalistiques. Ça serait intéressant. Pour moi, tu as fait le choix très tôt de ces 2 difficultés. Bien, déjà, encore une fois, merci de m'inviter aujourd'hui. Je suis ravie de participer à cet échange. Et bonsoir aux spectateurs et spectatrices qui nous suivent aujourd'hui. Alors, pour répondre à la première question, au final, on s'en rend compte des années après. Mais si j'ai choisi de devenir journaliste, finalement, c'est par nécessité. Parce que ma position de femme musulmane qui porte un foulard et qui est issue d'un quartier populaire, d'une famille ouvrière, fait que j'ai connu différentes discriminations et obstacles dans ma vie très jeune. J'ai aussi vu mes parents les vivre et être confrontés à toute forme d'obstacles dans leur vie. Et au final, avec du recul, je me rends compte que j'ai fait le choix de cette profession parce que c'était une manière de me réapproprier mon parcours, ma parole et la parole de toutes les personnes qui me ressemblent ou finalement qui ne me ressemblent pas mais qui font aussi partie des minorités. Et pour la deuxième question qui concernait mon sujet de mémoire, donc pour être plus précise, c'est un mémoire que j'ai fait qui concerne les violences interpersonnelles verbales contre les femmes journalistes belges francophones. Donc il y avait un volet qui concernait l'intersectionnalité, donc les femmes qui sont racisées et qui sont journalistes, donc un volet dans mon mémoire qui concernait la diversité. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Eh bien, c'est parce que en Belgique, les détenteurs et détentrices de la carte de presse ne sont pas égalitaires d'un point de vue de genre. Donc, il y a beaucoup plus d'hommes journalistes qui sont détenteurs de cette carte de presse par rapport aux femmes. On est aux alentours de 70% pour 30% de femmes. Alors que dans d'autres pays voisins, par exemple la France ou même encore plus loin, si je prends le Brésil, on atteint quand même une certaine parité. Et pendant mes études, c'est un chiffre qui m'a vraiment interpellée. Moi qui suis une femme et qui suis justement sur mon chemin pour devenir journaliste, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous, les femmes, on disparaît de cette profession? Parce que sur les bancs universitaires, eh bien, on est beaucoup plus de femmes que de garçons. En tout cas, c'est le cas de la fac de lettres de l'ULB. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et finalement, je me suis intéressée aux violences parce que ce sont des choses qu'on vit déjà en étant étudiante en journalisme. Donc c'est dans la faculté, déjà pendant les études, on est confronté à tout un tas de violences et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir ce sujet. Et je n'ai pas regretté. Okay. Mais après la phase scolaire, une fois que tu as fini tes études, une fois que tu as fini, tu as remis ton travail d'études et tu es diplômé. Avec distinction. Et félicitations. C'est quelque chose que tu as pu vérifier une fois que tu étais sur le marché du travail.
une fois que tu as été engagé dans la rédaction, c'était vraiment ça ce que tu as perçu au travers de ton travail d'études? Dans un premier temps, je vais peut-être donner une indication aux spectateurs et spectatrices qui nous suivent par rapport à la méthodologie de travail que j'ai étudiée pour mon mémoire. C'est que donc j'ai interrogé toute une série de femmes journalistes en entretien pendant plusieurs heures qui m'ont raconté leur vécu en tant que femme journaliste, et j'ai aussi donné la parole à leurs confrères, donc aux hommes journalistes. Et effectivement, merci quand même, je suis très reconnaissante face à la vie de ne pas avoir vécu toutes les violences, parce qu'il y a toute une série de violences. Donc on parle de violences économiques, mais aussi de violences qui sont liées au genre, donc au fait d'être une femme. Sexisme, violence sexuelle, harcèlement moral, harcèlement physique. Donc, j'ai pas vécu tout, mais j'ai vécu certaines violences, oui. Notamment la discrimination à l'embauche, parce que je suis une femme musulmane qui porte un foulard. Donc, c'est une forme de violence, qu'on le rappelle aussi. Et le fait d'être discriminée par rapport à un homme journaliste, le fait qu'on me fasse moins confiance, qu'on pense que je vais être plus fatiguée. Donc, il y a quand même du paternalisme auquel j'ai été confrontée, depuis que j'ai été diplômée. Là, ce sont des exemples qui me viennent à l'esprit maintenant que je discute avec vous. En termes de discrimination à l'emploi, oui. Ça se manifestait comment auprès des personnes qui devaient vous embaucher? Parce que quand on vous écoute, on voudrait vous écouter toute la soirée. Mais... Oui. Oui, je sais, je parle beaucoup. Non, vous parlez très bien. Et bien. Beaucoup et bien. Eh bien, pour mon cas, ça a été hyper simple. Hein. Donc, on m'a clairement dit que... donc, j'ai postulé dans l'audiovisuel. Et on m'a clairement dit que mon foulard posait problème parce que donc, les journalistes sont soumis à une certaine déontologie qui stipule que le journaliste doit être neutre. Alors, personnellement, je trouve que me lancer cet argument au visage est une insulte à mon intelligence parce que comme tous les autres journalistes, j'ai effectué des études qui ont... qui sont le fruit d'examens que j'ai dû passer. Donc, j'ai été neutre pendant 5 ans d'études où j'ai dû passer des examens, où la qualité de mon travail a été vérifiée. Donc, clairement, le fait qu'on me lance ceci au visage, c'est une insulte à mon intelligence. Et il y a encore un deuxième élément, c'est que nous sommes des êtres humains et nous ne serons jamais 100% objectifs. On parle d'objectivité et de neutralité. Donc, la neutralité est encore plus ou moins à notre portée, parce qu'il y a une méthodologie de travail, recouper les sources, se mettre en retrait par rapport à ce qu'on pense, et travailler sur base de faits, donc, par rapport à des choses factuelles. Et un autre élément aussi auquel j'ai été confrontée, c'est le fameux règlement d'ordre intérieur. Alors celui-là, à partir du moment où on porte un foulard, on l'entend à toutes les sauces, dans tous les domaines. Le fait que, voilà, dans notre entreprise, écoutez, nous, on adorerait vous embaucher. Vous parlez si bien, comme vous venez de le dire, Moustapha, vous parlez si bien, vous avez beaucoup d'expérience pour quelqu'un qui est diplômé depuis pas très longtemps, mais malheureusement, vous avez un très joli foulard vert sur la tête qui ne passe pas à l'écran. Voilà, donc c'est pas possible, on a un règlement d'ordre intérieur, et voilà. Qui n'est pas immuable, c'est important de le dire. Donc, au bout d'un moment, je pense que c'est important d'arrêter de se cacher derrière ce fameux règlement d'ordre intérieur, parce qu'on peut très bien se réunir autour de la table comme on le fait aujourd'hui pour rediscuter les choses, parce qu'on l'a vu dans l'histoire, il y a plein de choses qui étaient absolument ridicules, qui étaient dans des règlements, et parfois même dans la loi, qui étaient absolument discriminantes, et au final, ça a sauté. Alors moi, j'attends avec impatience le jour où ces fameux règlements d'ordre intérieur vont sauter pour que je puisse ouvrir la bouteille de champagne halal. Okay. Mais vous êtes quand même journaliste, et vous êtes journaliste indépendante, oui. Donc vous écrivez des articles que l'on publie. Ça veut dire qu'on aime bien vos idées, qu'on aime bien vos articles, mais on n'aime pas votre tête? Je ne sais pas, il faudrait peut-être demander aux rédacteurs et rédactrices en chef. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a quand même encore du travail à faire à ce niveau-là. Donc, les portes s'ouvrent, donc on nous dit, écoute, tu ne pourras pas passer à l'écran, tu ne pourras pas faire de la radio parce que maintenant la radio est filmée, mais on veut bien que tu viennes dans notre rédaction pour faire du web, pour écrire, etc. C'est un peu paradoxal parce que on veut bien que tu travailles avec nous, mais là-bas derrière la plante, il ne faut surtout pas qu'on te voie dans la cabine avec la photocopieuse en mode pestiféré. Donc, comment le prendre? Est-ce qu'on accepte parce qu'on est passionné, on a envie d'être journaliste, ou alors on estime que ça ne va pas du tout et qu'on vaut mieux que ça? Donc là, libre à chacun de choisir. À chacune plutôt. Mais oui, clairement, il y a un problème. Et je pense qu'il y a de la volonté de vouloir travailler avec moi, mais qu'il
il y a peut-être une pression qui vient d'une hiérarchie, peut-être que plus haut, là où c'est encore moins hétéroclite, on n'a pas envie de changer d'avis, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu la chance de m'entretenir avec des personnes qui sont dans des conseils d'administration, etc. Mais c'est clair que vous soulevez un point qui est assez paradoxal. Ces entretiens d'embauche, c'était le rédacteur en chef, c'était la rédaction qui bloquait, ou bien c'était franchement une valeur de l'entreprise où, peu importe qui vous êtes, au niveau de la diversité, on reste dans un entrisme assez important. C'est ce qu'on avait relevé dans les discussions avec les chercheurs hier, c'est qu'il y a un entrisme assez incroyable dans le monde journalistique, encore plus fort en France qu'en Belgique. Et finalement, en Belgique, on peut observer la même chose d'après vos dires. Moi, je dirais que les sons de cloche sont quand même assez différents, que la volonté et la prise de conscience est réelle. On se rend compte qu'on est dans un entre-soi, qu'il y a des profils, des études on a établi le profil du journaliste lambda. C'est un homme de plus de 40 ans qui est positionné à gauche, en tout cas pour la Belgique francophone. Et donc, on a constaté qu'on n'était qu'entre nous, déjà. On a une certaine volonté de changer les choses dans certains médias. Après, comment les choses sont faites et est-ce que cette volonté est toujours sincère? Là, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de tous les rédacteurs et de toutes les rédactrices en chef. Je suis persuadée qu'il y a certaines personnes qui sont volontaires et qui ont vraiment envie d'avancer et d'ouvrir et de collaborer. Mais il y a certainement d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus réticentes. Et là, à voir aussi le background, est-ce qu'il y a peut-être une forme de racisme inconscient? Est-ce que les gens ne sont pas prêts aussi à avoir une femme qui porte le foulard à l'écran? Alors que Bruxelles, qui est une ville cosmopolite, en voit plein dans les rues. Et quand elles sont femmes de ménage, bizarrement, ça ne pose pas de problème. C'est important de le dire quand même. Mais donc voilà, je ne peux pas dire à la place des gens quelles sont leurs motivations réelles, mais je pense que laissons le bénéfice du doute et je suis quand même persuadée, en voulant rester optimiste, que oui, il y a certaines personnes qui ont vraiment cette volonté d'ouvrir la porte à beaucoup plus de diversité dans les médias. Merci. Quand on est femme, d'origine arabe, quand on est femme arabe, Amazir, musulmane visible dans sa pratique, etc. Est-ce que ça contribue à une plus grande discrimination à l'embauche, ou bien c'est parce que vous avez le foulard, ou bien là je voudrais amener la dimension intersectionnelle. Écoutez, je pense que si j'étais une femme maghrébine, avec tout mon background et qui ne portait pas de foulard, j'aurais certainement plus de facilité à déjà avoir accès aux médias audiovisuels. Après, est-ce que je serais restée dans ces médias? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de violence. L'une des choses que j'ai remarquées dans les récits des femmes journalistes que j'ai rencontrées pour mon mémoire, c'est que finalement, les rédactions ne sont que le reflet de la société, avec tout ce que cela implique, avec toutes les discriminations auxquelles on est confronté en tant que femme et en tant que femme racisée. Donc, il y a du racisme dans les rédactions. Il y a du racisme, il y a des rapports de domination. Et il y a ce qu'on appelle le plancher collant, le fameux plancher collant. Donc on connaît le plafond de verre, donc c'est une notion sociologique qui fait que quand on est une femme, certes, on a vraiment du mal en fonction de différents facteurs qui s'accumulent à avancer dans la carrière et à atteindre des postes qui soient élevés dans la hiérarchie. Mais on parle aussi de plancher collant, qui est une notion beaucoup moins connue, qui fait que la carrière ne commence pas du tout finalement. Donc ici, ça peut être le cas pour les femmes qui portent le foulard, parce qu'on les arrête dès le départ en leur lançant ces fameux règlements d'ordre intérieur au visage, mais ça peut aussi être le cas de femmes handicapées, par exemple. Ici, on est dans un contexte on parle d'islamophobie ici, pour cet échange, mais ça peut aussi être le cas de femmes handicapées. Et donc, pour répondre à la question, c'est clair que dans la société, j'ai beaucoup plus de barrières que si j'étais une femme blanche, ou que si je ne portais pas de foulard, oui. Je vais revenir à la même question que j'ai posée à Yasmine tout à l'heure. Je peux encore ajouter un truc? Oui. Donc la société me renvoie que ça c'est un problème, mais pour moi ça ne l'est absolument pas. Pour moi c'est une force. Et je pense que c'est important de le dire, et moi je suis absolument fière de mon identité, fière d'où je viens, et je tiens à dire quand même, pour toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui me ressembleraient, ou pas, ou un peu, que la réussite, entre guillemets, réussite, ce que moi j'entends comme étant une réussite, a encore plus de goût quand on se ramasse plein de baves dans la gueule. Ok.
Ça voudrait dire que le mouvement qu'on a connu avec les Hijabi Fight Back protestes, ces jeunes femmes qui à un moment ont dit à Bruxelles trop TV, ils l'ont dit un peu différemment que cette expression bruxelloise, ça voudrait dire que c'est un moment très important, à un moment donné où on a les capacités de dire stop et on va stopper ce phénomène dans votre tête, dans votre action. C'est quelque chose que vous... Parce que les propos qui ont été tenus sont quand même différents des générations précédentes de lutte contre le racisme et les discriminations. Là, on est là, hein, on a nos bagages intellectuels, on a nos bagages culturels et on est des citoyennes à part entière et par à part. Et c'est pas ce que je porte sur la tête qui vous concerne, c'est comment j'ai interagi avec la société. Comment vous voyez ce nouveau phénomène qui émerge, en tout cas à Bruxelles? Je ne dirais pas qu'il est nouveau, parce qu'on a quand même eu des prédécesseuses. Donc je pense à des femmes qui n'ont peut-être pas été comme ça dans une manifestation, mais qui ont tapé du poing sur la table avant nous. Donc je pense à Malika Hamidi, par exemple. Je pense que c'est important de le noter. Et encore plein d'autres. Mariam Colli aussi, même si elle ne porte pas le foulard, mais qui fait partie quand même, qui soutient le mouvement et qui est quand même engagée dans la société. Mais c'est clairement un moment historique, un moment absolument nécessaire et très émouvant pour ma part. Et on écrit notre histoire, en fait. On écrit notre histoire et on reprend la parole qui nous est confisquée. Parce qu'on l'a vu, on le voit et on le verra encore, je pense, malheureusement. C'est qu'on ne donne pas la parole aux concernés, que ce soit par rapport au foulard ou par rapport à d'autres thématiques qui concernent les minorités. Sur les plateaux TV, on ne nous invite pas pour parler du foulard. Or, c'est nous qui sommes concernés. Et cet événement-là, où nous avons pris la parole, où on a été exemplaires, parce que c'est une manifestation qui s'est passée dans un contexte sanitaire très difficile et qui s'est passée dans des conditions très bonnes, sans qu'il y ait de mouvements de violence ou quoi. Et clairement, c'est quelque chose d'absolument nécessaire et de très fort, très fort. Et si on parle des prises de parole qui ont été très très fortes ce jour-là, j'ai eu la chance ou le privilège d'avoir aussi pris la parole. J'ai été happé par le mouvement des Hijabi Fight Back. J'étais le seul disponible. Et quand j'avais une bonne expérience de comment on fait une manifestation statique et même des marches, etc., elles m'ont embrigadé là-dedans. Et j'ai pris la parole. Ça voudrait dire que comment fonctionnerait la meilleure alliance avec les hommes qui vous soutiennent, puisqu'on vous a confisqué la parole, maintenant on vous aide. Hein. Est-ce que vous voyez une autonomie totale de votre part ou ces alliances sont nécessaires pour la démarche des droits fondamentaux? Bon, déjà, j'étais là, vous avez pris la parole pendant 5 minutes, donc c'est déjà bien, vous n'avez pas monopolisé le micro, là où d'autres personnes auraient pu le faire. Donc là, par exemple, c'est très important de prendre part, parce que vous étiez présent en tant que représentant du CCIB, donc prendre la parole, mais ne pas monopoliser cette parole. Donc faire une apparition qui soit de courte durée, en apportant un soutien, mais en laissant les concernés dire ce qu'elles ont à dire, et ne pas intervenir dans un discours qui soit paternaliste en voulant protéger, par exemple, les femmes de la communauté ou ce genre de choses. Alors comment être un allié? Alors déjà reconnaître toutes les discriminations auxquelles on est confronté en tant que femme musulmane, les reconnaître, les accepter qu'en tant qu'homme ou comme musulman, on peut nous-mêmes perpétrer ces dominations contre les femmes qui sont issues de notre propre communauté. Et je regarde bien la caméra quand je dis ça, j'espère que le message passera. Accepter ça, le reconnaître et pouvoir faire un pas de côté quand il le faut, en fait. Et la fermer quand ce n'est pas à vous de parler, messieurs qui nous écoutez. Alors je pense que c'est absolument nécessaire de travailler ensemble. Et ça l'a toujours été. Et on le voit dans l'histoire qu'il y a des hommes qui ont apporté beaucoup dans l'histoire du féminisme décolonial. Et moi, je pense que c'est toujours une histoire de collaboration. On ne peut pas faire les choses seuls, même si on est tout à fait capable de le faire. On avance dans une société où on est des êtres humains interdépendants. Et on doit travailler ensemble, mais c'est hyper important de faire un pas de côté. Et comme je l'ai dit, de la fermer quand il faut la fermer. De reconnaître qu'on est aussi, on peut aussi perpétrer ces dominations.
de s'excuser sincèrement et d'essayer de comprendre surtout et de faire attention par rapport à une misogynie qu'on aurait intégrée et par rapport à une fragilité masculine aussi, de pouvoir accepter le fait qu'on vous dise stop et accepter le fait qu'on n'ait pas toujours besoin de vous. La dernière question que j'ai à vous poser. Et de prendre la parole aussi, surtout, parce qu'on ne vous entend pas. Pour cette question du foulard, moi, je n'ai pas entendu beaucoup d'hommes musulmans. Qu'on se le dise. La dernière question que je voudrais te poser, Selwa, c'est comment transformer les mouvements féministes en vrais alliés des femmes musulmanes qui se déclarent féministes aussi, qui se déclarent décoloniales, etc. Quel est le message le plus fort pour les attirer dans cette alliance? Eh bien, déjà, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a toujours des formes de chiisme dans ces mouvements-là, des sous-branches, et même si on a un mouvement qui englobe, on a différentes pensées. Et donc, pour les spectateurs et les spectatrices qui nous regardent, dans le féminisme, on a le féminisme intersectionnel, le féminisme décolonial qui rejoint le féminisme intersectionnel, on a le féminisme mainstream, le white féminisme, il y a vraiment beaucoup de types de féminisme différents. Et parfois, le féminisme blanc, donc le white féminisme, peut être très virulent. Et à ce moment-là, en tant que féministe moi-même, je dirais que je n'ai pas besoin de ce féminisme-là pour avancer. Mais là où j'ai envie de créer une alliance, c'est qu'au final, on est toutes dans le même panier. Même si nous, on avance peut-être avec des... On est sur la ligne d'arrivée, il y a les hommes blancs, puis derrière, il y a les hommes racisés, puis alors derrière, il y a les femmes blanches, et puis après, il y a nous. Mais on est dans le même panier. Donc, au bout d'un moment, si on a envie de faire avancer les choses, autant réfléchir ensemble. Après, voilà, quoi. Pour ce qui est de la virulence, je pense que nous, les femmes féministes du féminisme intersectionnel et décolonial, on est suffisamment outillés pour pouvoir avancer aussi sans être chapeautés par nos consoeurs du white féminisme. Voilà, les 20 minutes sont passées. En tout cas, merci de cet éclairage que tu nous as donné assez clair, je dirais. Hein. Et je ne vais pas oser te poser une autre question alors. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été ravie d'être ici aujourd'hui. Et puis, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. C'est nous qui sommes ravis de t'avoir à notre table. Et bonne suite d'échanges. Eh bien, merci d'être toujours avec nous, avec notre troisième intervenante, qui est Sarah El-Massoudi. Elle est bruxelloise. Elle est journaliste au service de la dernière heure de Bruxelles. Et les questions qui l'intéressent sont les questions liées à l'égalité des chances. Sarah, merci d'être parmi nous ce soir. En tout cas, on est vraiment ravis de ta présence parce que c'est comme la dernière heure est quand même un média mainstream très important dans le paysage audiovisuel de la Belgique. On connaît les sports, mais on connaît aussi toute une série d'articles. Et je vais poser la même question que j'ai posée précédemment à Selwa. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir journaliste et comment tu es rentré dans un grand groupe tel que IPM? Merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là ce soir. Ce qui m'a poussée à être journaliste, c'est l'amour de l'écriture et de la rencontre avec les gens. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Et c'est le bonheur qu'on a avec le journalisme, c'est que voilà, chaque jour, on va rencontrer de nouvelles personnes et traiter de nouveaux sujets. Et donc, voilà, c'est ce que j'aime. J'ai eu la chance, moi, en grandissant, de voir à la télé, sur les 2 grosses chaînes belges francophones, des présentatrices d'origine maghrébine. Et ça a joué un grand rôle aussi dans le fait que je me suis dit que c'était possible pour moi de devenir un jour journaliste aussi. Parce que je pouvais me voir en elle, parce qu'elle me ressemblait. Et donc, j'ai été un peu plus déçue en arrivant du coup à l'UNIF et en entrant dans les rédactions, en voyant que c'était un peu qu'une façade et que de l'autre côté, ça reste malheureusement très très blanc. Alors comment j'ai fait pour rentrer chez IPM? J'ai postulé et j'ai eu la chance que voilà, on me rappelle quelques semaines plus tard et que
mon responsable ait apprécié mon profil. Et donc voilà, je suis très contente de pouvoir travailler là, même si effectivement, comme le disait Salwa, voilà, dans la rédaction, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées. Les seuls qu'on voit malheureusement sont les femmes de ménage ou les hommes à l'accueil. Donc voilà, je suis contente de pousser les portes, moi, de la rédaction, et j'espère que d'autres journalistes me rejoindront. Donc, tu étais fort déçu dans tes études quand tu as vu l'entrisme qui pouvait exister, etc. Et tu as eu de la chance à ta première... c'était ton premier emploi C'est mon premier emploi, oui. Et tu as été engagée. Et j'ai été engagée. Donc, tu devais faire un effet extraordinaire pendant la réussite des examens et des interviews, etc. Mais tu as parlé de ta passion qui est les sujets concernant l'égalité des chances. C'est quelque chose que tu as en toi parce que tu es d'origine maghrébine et que tu as réussi et que tu veux que d'autres personnes puissent aussi réussir de la même façon, avec plus de facilité qu'ils subissent aujourd'hui quand ils cherchent un emploi? C'est quelque chose qui me touche particulièrement à la fois en tant que femme, que personne racisée et que musulmane. Très tôt, c'est des sujets qui m'ont intéressée. J'avais ce besoin de réagir quand j'étais témoin d'actes ou de paroles sexistes, racistes, islamophobes, etc. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui que voilà, je travaille dans un média, je sais que j'ai un rôle à jouer. Parce que voilà, en termes de représentation, en termes de sujets qu'on choisit de mettre en avant, l'angle selon lesquels on les traite, on peut véritablement changer les choses. Et donc voilà, j'essaye d'apporter des sujets qui peuvent nous concerner, que ce soit voilà, pour le mois de Ramadan, parce que c'est vrai que du coup, dans une rédaction qui est quasi totalement blanche, ils savent pas forcément que c'est le début du mois de Ramadan, et donc s'il y a personne qui vient leur dire, ils se disent pas on va faire un sujet, pas parce qu'ils veulent pas en parler, mais parce que ça leur vient pas à l'esprit, parce qu'ils savent pas que c'est le début du mois de Ramadan. Et donc juste d'être là et de pouvoir dire les gars, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, c'est déjà un plus. De donner aussi la parole aux personnes concernées, parce que par exemple chaque année il y a le débat sur l'abattage rituel qui revient, mais où on donne beaucoup la parole aux mêmes personnes qui sont contre, qui défendent le bien-être des animaux, etc. C'est de dire on va aussi interroger des personnes musulmanes qui expliquent tout l'aspect du respect qu'il y a vis-à-vis de l'animal, etc., et qui peuvent donner un autre point de vue. Ce qui est difficile par contre, c'est qu'on se rend compte en fait que je propose ce genre de sujet et ça passe, je peux les faire, même si parfois voilà, ça dérange certains. Mais du coup, j'essentialise un peu les musulmans parce que du coup, je ne parle d'eux qu'à travers ce spectre-là, alors que ce sont des êtres humains à part entière et que des thématiques comme l'éducation, comme le logement, comme l'emploi, ça les intéresse aussi. Et pourtant, quand on traite de sujets pareils, on a tendance, et moi y compris, je m'en rends compte, on a tendance malheureusement à interviewer des Jean-Michel et des Jacqueline, parce qu'il y a encore cette idée que le lecteur lambda s'appelle comme ça, alors que, par exemple, moi je travaille pour le service Bruxelles de l'ADH et qu'on est très lu à Molenbeek, à Anderlecht, et donc c'est d'arriver à normaliser en fait la présence des musulmans dans nos sujets pour qu'ils soient vraiment représentés en tant qu'êtres humains et pas juste musulmans, parce qu'on n'est pas juste musulmans en fait. Et tu es à l'ADH de Bruxelles, donc tu as une rédaction où des journalistes connaissent bien Bruxelles, connaissent bien les Bruxellois. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce porte-à-faux entre la réalité du monde bruxellois et les journalistes qui sont déphasés par rapport à cette population? Déjà l'entre-soi de la rédaction, parce que
ça reste majoritairement des hommes et des hommes blancs, plus que ça. Et donc, déjà, ça crée un fossé, parce que, encore une fois, voilà, quand il y a... quand c'est le début du mois de Ramadan, ou quand il se passe quelque chose avec une personnalité importante pour la communauté musulmane, ils sont pas au courant, ou ils se rendent pas compte que c'est important pour nous. Et donc il n'y a pas d'intention négative, de volonté de nier cette réalité-là. C'est juste que eux ne connaissent pas, et non pas à côté de personnes qui connaissent. Et donc ils restent dans ce qu'ils connaissent, et ils continuent à faire ce qu'ils connaissent, et donc à traiter plutôt certains types de sujets dans d'autres quartiers, donc qui concernent plutôt des populations blanches. Et donc oui, je pense que ça fait aussi partie de réflexes journalistiques, où il faut le dire aussi, quand on travaille dans un média traditionnel, dans un quotidien, on doit aller vite, puisque ça paraît soit le lendemain, soit même tout de suite. Avec Internet, il faut aller de plus en plus vite, et donc parfois on traite plusieurs sujets sur la journée, et donc on n'a pas le temps de réfléchir, de prendre du recul, et de se rendre compte qu'en fait, dans tout ce qu'on a fait, on n'a pas du tout été inclusif, et qu'on a interviewé le même type de personnes. Et c'est critiquable, mais maintenant que je suis passée de ce côté-là aussi, je me rends compte que en fait, c'est pas si facile de changer ses habitudes, parce que c'est véritablement ancré, et qu'on apprend ça depuis les écoles de journalisme, et puis après, et même avant d'ailleurs, parce qu'on ne voit dans les médias que ce type de sujet-là, et donc on voit très peu de personnes musulmanes interrogées sur des sujets comme l'éducation, etc. Et donc on reproduit ces choses-là. Et donc c'est pour ça que pour moi, en fait, si on veut vraiment changer les choses de manière structurelle, il faut que ce soit un projet de la rédaction. Il faut que l'ensemble de la rédaction se dise, il y a un problème, on veut changer les choses, on veut être plus inclusif, et donc on va tous ensemble réfléchir et mettre des choses en place pour que on soit plus inclusif, et ça vaut pour le racisme, comme pour le sexisme, l'homophobie, etc., pour que à la fois dans les sujets qu'on traite et dans les personnes qu'on interviewe, on puisse être représentatif de la société. Et au niveau de votre liberté de parole au sein de votre entreprise, pour donner des messages, en étant en porte-à-faux totalement par rapport à la société, on va peut-être perdre tous nos lecteurs, parce que nos lecteurs ne sont pas tous blancs, des hommes blancs de 40 ans, donc des sujets... donc économiquement, est-ce que c'est quelque chose que vous soulevez entre vous, en disant mais on risque de fermer la porte à un moment donné parce qu'on n'a plus de lecteurs? Du coup, moi, je travaille pour le service Bruxelles, et donc à Bruxelles, on sait qu'on est très, très lu, par exemple à Molenbeek, dans ce genre de communes-là. À Laken aussi, hein, j'ai un abonnement à l'ADH. Parfait. Et du coup, on essaye, et au sein de mon service, il y a quand même une volonté de mettre en avant ces sujets-là. Après, le problème, c'est que c'est juste notre service Bruxelles, et que donc on est concrètement 4 personnes, et que le reste de la rédaction est national, et que pour le reste de la rédaction, le lecteur lambda, selon eux, ça reste quand même Jacqueline et Jean-Michel. Et donc, je pense pas que ça passera à ce niveau-là. Après, moi, je suis très contente, parce que vraiment, dans mon service, il y a cette volonté quand même de pouvoir changer, et donc d'essayer de plus aller vers quelque chose d'inclusif. Et c'est pour ça que je peux m'épanouir aussi là-dedans. Après, la différence aussi, c'est que du coup, quand je vais soulever certaines problématiques, on va me coller cette étiquette de t'es féministe ou antiraciste, et du coup, parfois me rappeler à l'ordre. Salwa l'a mentionné aussi, dans ce truc de il faut que tu sois, attention Sarah, il faut que tu sois neutre. Comme si eux n'avaient pas d'avis sur les choses, comme si eux n'avaient pas un positionnement qui parfois en fait est sexiste ou est raciste, mais parce que moi mon positionnement il est différent en étant féministe ou antiraciste, donc c'est moi qu'on doit rappeler à l'ordre, alors qu'ils n'ont jamais eu à se plaindre dans un article que je donne une opinion personnelle. Et puis je tiens à rappeler que la neutralité, ça n'existe pas. En tant que journaliste, on est des êtres humains, et donc on est par définition subjectif, et tous les choix qu'on pose, ce sont des engagements. Le fait de dire
tel sujet, il mérite qu'on en parle, tel sujet, on va lui donner telle place ou telle autre. Le fait de mettre un sujet en une ou bien une brève en bas de page, c'est pas la même chose, et ce sont des choix qui sont engagés. Je le remarque en étant à l'édition parfois des pages bruxelloises. Quand c'est moi ou quand c'est un collègue, on n'a pas le même journal. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté de cacher des choses, qu'il y a une volonté de donner des fake news, il n'y a pas une volonté d'être raciste chez l'un ou chez l'autre, mais c'est juste qu'on a tous des sensibilités différentes. Et donc, par exemple, moi, certains sujets de mobilité, je ne trouve pas ça si intéressant que ça, parce que je suis piétonne, et donc voilà, tous les problèmes de voiture, ça ne m'intéresse pas. Mais pour certains de mes collègues, c'est super important, et donc ils vont mettre ça en avant. Et donc, on n'a pas le même journal en fonction de qui le fait. Et donc, la neutralité, c'est juste, en fait, cet entrisme de personnes qui pensent que leur façon de voir le monde est la norme, en fait. Mais c'est juste une façon de voir le monde parmi d'autres. Alors, depuis que le collectif contre l'islamophobie existe, depuis septembre 2014, régulièrement, vous passez des interviews de nos rapports chiffres, régulièrement, vous passez des communiqués de presse, etc. Est-ce que votre rédaction s'inscrit dans une démarche de lutte contre les discriminations et qu'elle considère aussi l'islamophobie comme faisant partie de ces fléaux néfastes pour une société apaisée ? Alors, je ne sais pas s'il le mettrait dans ces termes-là. Non, j'ai compris, mais je ne sais pas si c'est à la rédaction, les chefs le poseraient comme ça, comme un fléau. Je pense que oui, ils se rendent compte que c'est une problématique. Après, je sais aussi que c'est sous l'impulsion de certains et surtout certaines journalistes au sein de la rédaction qui essayent de pousser ces sujets-là et qui veillent à ce qu'on en parle et à ce que du coup, voilà, les sujets que le journal publie soient plus équilibrés, que vos combats aient une place aussi. Mais je ne pense pas que ce soit encore une véritable démarche rédactionnelle, et je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule rédaction en Belgique francophone qui puisse se targuer d'avoir une vraie démarche rédactionnelle pour aller dans ce sens-là, malheureusement. On peut aussi parler de la Hijabi Fight Back protest, qui a été quand même un événement marquant cet été pour nombre de Bruxellois et de Belges d'une manière générale. Comment est-ce que vous avez vécu, ou comment est-ce que vous avez senti ces jeunes femmes monter sur ces escaliers du monde des arts et revendiquer leur existence à part entière et plus invisibilisée de toutes les manières possibles et imaginables? Avec beaucoup d'émotion, de fierté. On s'est dit, enfin on prend la parole, parce qu'en fait, souvent, dans le monde journalistique, on dit qu'on donne la parole, on tend notre micro, mais en fait, les femmes qui portent le foulard ont une voix et voilà, portent leur voix et n'ont besoin de personnes pour porter leur voix. Donc, je pense que c'était très, très important et je les félicite pour tout le travail qu'elles ont mené et qu'elles continuent à mener. Et je pense que c'est très significatif de notre génération à nous, où voilà, on a eu la chance de suivre d'autres générations de femmes qui se sont battues et qui ont été très, très résilientes et qui nous permettent, nous, aujourd'hui, d'avoir cette assurance-là, de se dire, mais en fait, on est né en Belgique, on a grandi toute notre vie en Belgique, et donc on est belge et on ne va pas nous retirer ça, et donc on a notre place à prendre, et on ne va pas s'excuser d'être là, on ne va pas se justifier d'exister, parce que juste on mérite le respect comme tout le monde, quoi. Merci. Dans le rapport chiffre 2019 du collectif contre l'islamophobie, 90% des personnes qui viennent solliciter le soutien du CCIB pour retrouver leur dignité, retrouver leurs droits, etc., sont des femmes. Comment ça vous parle, hein? Moi, je dirais, les hommes sont un peu gênés de se dire, tiens, on m'a discriminé, je vais aller me plaindre, ou bien c'est une réelle capacité aujourd'hui à défendre ses droits, et que ces femmes disent, non, moi, j'en peux plus, il faut que je m'en sorte. C'est une question qui est très intéressante. Après, je ne suis pas du tout sociologue, donc je n'ai pas de réponse à ça. Je dirais qu'aujourd'hui, une question très importante, c'est celle des femmes qui portent le foulard, et on voit à quel point
elles peuvent être discriminées à l'embauche, mais aussi, aussi même à l'école. Et donc voilà, peut-être qu'il y a plus de femmes qui sont touchées et qui donc voilà vont faire ces démarches de porter plainte, et que avec les mouvements féministes et de féminisme musulman qui se développent et qui prennent de plus en plus de place dans l'espace public, peut-être que ça pousse aussi plus de femmes du coup à agir et à faire la démarche de porter plainte. Eh bien, merci de cette dernière question, de cette dernière réponse, Salwa. En tout cas, bon courage et bonne continuation dans cette rédaction, surtout ce métier passionnant que tu exerces. Merci beaucoup. Et merci de rester encore avec nous pour cette dernière partie de la soirée. Alors, j'ai à mes côtés monsieur Fabrice Grosfilet, qui est journaliste chez BX1, qui anime aussi une émission politique sur RTL, qui a été dans de très nombreuses rédactions de médias belges. Et il vit en Belgique depuis 25 ans, ce qui lui donne quand même un certain spectre d'expérience de rédaction et de lignes rédactionnelles différentes. Alors j'ai demandé à M. Fabrice Grosfilet d'être avec nous ce soir. C'est le seul homme du panel. Vous avez entendu précédemment que dans le monde journalistique, c'est 70% d'hommes et 30% de femmes. Ici, on a inversé l'équilibre. On a plutôt donné la parole à des femmes journalistes pour donner leurs sentiments, leur vécu, leur message aux rédactions, au public, etc. Et en tant que Bruxellois, je regarde très souvent BX1, et donc je regarde très souvent M. Fabrice Grosfilet, pas seulement sur BX1, mais dans d'autres émissions. Et je dois dire que c'est un des rares journalistes qui s'intéresse à la diversité de sa ville. Quand on regarde les invités qui passent dans ces émissions, eh bien, on a des Joe Islam, on a des Codes Rouges, on a des Salim, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Il a participé à de nombreuses capsules pour expliquer la diversité, la différence de diversité, les différentes diversités de Bruxelles. Donc c'est quelqu'un qui est très investi au contact de la population et à l'inviter même dans ses studios. Et il y a quelques mois, il avait fait une chronique concernant de nouveau la mort de Rachid Haddash. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait touché personnellement, d'avouer peut-être, je ne sais pas si on peut dire d'avouer, mais de dire, tiens, 10 000 personnes qui se déplacent pour un enterrement, on a loupé quelque chose. Alors, ma première question, Fabrice, comment est-ce qu'on peut vivre dans une ville aussi cosmopolite, avoir un regard de journalistique, donc connaître finalement l'endroit où on vit d'un point de vue journalistique et sociétal? Comment est-ce qu'on peut, pas seulement vous, mais comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, mais là, on a loupé quelque chose? Qu'est-ce qui n'a pas, quelle était l'information que vous n'aviez pas pour dire tiens, je suis là avec des autres personnes? Oui. Alors d'abord, une toute petite précision, elle est importante pour moi, c'est quand même juste de signaler que je m'exprime à titre tout à fait personnel et que j'engage aucun des médias auxquels je collabore. Donc voilà, c'est une petite précision. Mais comme on est sur le net et que je sais comment les choses vont vite, je préfère que ce soit clairement bien dit. Oui, moi, c'était la mort de Rachid Haddash, c'est un petit peu c'est très symbolique pour moi et c'est aussi un petit peu un déclic. J'ai vu cette information arriver par les réseaux sociaux, voilà, et je me suis dit, tiens, cette personne, je ne la connais pas, voilà, donc moi je ne suis pas musulman, donc voilà, c'est un monde qui m'est, j'ai pas le mot étranger, mais en tout cas distant, mais ça m'a perturbé quand même de voir que cette information avait autant d'écho et pouvait susciter autant d'émotions et recueillir autant de réactions. Et donc voilà, et donc les choses ne tiennent parfois à pas grand-chose.
il se trouve qu'on avait un stagiaire à ce moment-là à BX1 qui était musulman. Et je lui ai demandé, mais c'est qui cette personne? Pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui fait réagir? Et là, on a pris conscience qu'effectivement, pour un média bruxellois, qui doit parler à l'intégralité des Bruxellois, on n'était pas outillé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la connaissance pour saisir l'importance de cette information. Et donc ça pose vraiment la grande question dont on a un petit peu débattu tout à l'heure avec les intervenants précédents, de la représentativité d'une rédaction et du manque de diversité d'une rédaction. Et donc voilà, là je pense que pour l'ensemble de la rédaction de BX1, il y a eu une prise de conscience il nous échappait quelque chose. Et que donc c'est sûrement quelque chose sur qu'on devait corriger à terme. Donc voilà, ça c'était effectivement quelque chose. Alors on parle d'aveu, oui, pour moi c'est plus une prise de conscience qu'un aveu. Et en tout cas, le fait de l'avoir verbalisé, de le reconnaître publiquement et que ce soit à ce point liké, partagé, etc., j'ai aussi eu le sentiment qu'il y avait une forme de reconnaissance d'une communauté qui se sentait un petit peu exclue des médias, ce que vous appelez les médias mainstream ou grand public, depuis le début de cette soirée, où effectivement on pourrait avoir le sentiment que les médias grand public, ils sont imperméables à ce qui se passe dans la communauté musulmane. Alors je vais juste un tout petit peu nuancer. Je pense que les médias grand public, ils sont relativement imperméables à ce qui se passe dans le domaine religieux, qui est une grande sécularisation de la société, et que voilà, tout ce qui relève du religieux a assez peu accès aux antennes, en tout cas dans le monde audiovisuel. Vous avez dit que, je peux en témoigner, que cette séquence d'informations que vous avez tenue, qui a été partagée, qui a été vue, mais un certain nombre de fois, est-ce que dans le monde journalistique du grand public, dans les autres rédactions, est-ce que c'est quelque chose qui a aussi été pris en considération pour avoir une nouvelle approche de certains sujets? Alors, je pense qu'il y a une spécificité à BX1, puisque BX1, c'est la télévision régionale bruxelloise, et qu'on a une communauté musulmane. J'aime pas le terme communauté, enfin, on va pas refaire ce débat-là, mais où il y a une présence musulmane à Bruxelles qui est réelle et très importante. Elle n'est pas du tout numériquement comparable en Wallonie. Et donc, des médias qui vont s'adresser plutôt à un public wallon et pas un public bruxellois n'auront peut-être pas la même sensibilité et l'urgence pour eux ne sera sans doute pas la même. Mais oui, je pense qu'à BX1, il y a eu un déclic. Je pense que chez les confrères de la presse écrite, de la presse régionale bruxelloise, il y a eu aussi sûrement des interrogations. Et voilà, et quand on voit des milliers de personnes qui se rassemblent, c'est un fait que journalistiquement, on n'a pas le droit d'ignorer. Voilà, c'est quelque chose d'important qui se passe dans notre vie, dont on doit rendre compte. Et l'étape suivante qui nous avait aussi fortement marqué, puisqu'on y a tous participé, c'est ce hijabi fight back protest. Ça veut dire que dans votre vision de journaliste, c'est la capacité de mobilisation pour une cause, c'est la venue de nouveaux acteurs, l'émergence de nouveaux acteurs pour des mêmes droits que leurs parents n'ont peut-être pas eu. Je dis souvent que le meilleur facteur d'intégration, c'est quand on commence à revendiquer ses droits. Ça veut dire qu'on est au-delà de l'intégration, on est dans la citoyenneté. Alors c'est une lutte, est-ce qu'on va employer le terme de lutte sociale par exemple? C'est comparable pour moi à une lutte sociale. Donc il y a l'émergence d'un mouvement, c'est très important. Je trouve que il faut quand même se féliciter que dans les médias grand public, ces jeunes femmes ont eu la parole. Et j'aurais presque envie de dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est peut-être presque pour la première fois en fait. Et y compris dans des journaux télévisés de grandes chaînes nationales, on a pu les entendre. Moi, j'ai fait des débats à BX1 où j'ai donné la parole à plusieurs reprises à des jeunes filles qui portent le hijab. Ça me semble très important journalistiquement de pouvoir les entendre. Je suis pas sûr qu'il y a 20 ans, on était en capacité d'organiser ces débats. Et donc je pense que effectivement les médias, les rédactions, les journalistes sont un petit peu poussés par un phénomène qui devient visible alors qu'il ne leur était pas visible. Il existait mais il ne leur était pas visible. Le fait de revendiquer, de prendre la parole, d'organiser des manifestations, effectivement c'est quelque chose qui pousse les rédactions à devoir rendre compte d'un phénomène. Je suis assez vieux moi et je viens de France et j'ai envie de reparler de... Moi j'avais une quinzaine d'années quand il y a eu la marche des beurs, je pense que c'était en 1983 si mes souvenirs sont bons. Et on est un peu, je trouve,
Alors, comparaison n'est pas raison, mais on est un peu dans le même genre de phénomène. Je pense que avant 83 et après 83, puis après il y a eu des mouvements quand même, SS, racisme, etc., la société française, elle a vraiment évolué. Je pense qu'on a peut-être la mémoire courte, mais il faut se rappeler que dans les années 70, en France, il y a des crimes racistes. Ça existe. C'est pas régulier, mais ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'on est quand même dans une autre société aujourd'hui. Alors, il y a eu un mouvement qui était sans doute un mouvement plutôt masculin dans ces années 80. Je pense qu'on est maintenant dans un mouvement qui est plutôt féminin. Voilà. Et donc, mon devoir journalistique, c'est d'abord de les entendre, de leur donner la parole, de permettre la confrontation, de permettre le débat d'idées, et que ces jeunes femmes puissent s'exprimer. Et après, voilà, d'autres interlocuteurs, des autorités, des gens qui ne pensent pas pareil, peuvent leur répondre. Mais il faut à tout prix organiser ce débat, et il faut rendre ce débat visible. Il ne peut pas être confisqué au profit de la parole juste d'un certain point de vue, première chose. Et il ne peut pas n'avoir lieu que dans des médias que moi je vais appeler des médias de niche. Alors on pourra peut-être employer le terme de médias communautaires. Ce serait dommage que ce débat-là n'ait lieu que dans des médias où il n'y a que des convaincus qui lisent ou qui écoutent. Je pense que la richesse démocratique, c'est aussi de pouvoir porter ces débats dans des médias grand public. Alors, ces jeunes femmes, ces personnes concernées par ces discriminations, aujourd'hui, beaucoup de médias leur ont ouvert la porte pour des débats, et je vous en remercie. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui en plus pour que les politiques ouvrent le débat aussi? Parce que tout le monde parle des femmes en foulard, tout le monde se positionne sans jamais les rencontrer, tout le monde dit il faut traiter ça dans un débat serein, mais il n'avance rien comme élément pour créer les conditions nécessaires pour un débat. Alors, je pense qu'il y a déjà un premier débat qui est en train de naître et de s'installer, par exemple, dans la commune de Molenbeek, avec ce groupe de travail autour du règlement intérieur et la notion de neutralité inclusive. Donc le débat existe. Alors est-ce qu'il va être confisqué par le politique? Est-ce que tous les partis vont y prendre part? Voilà, donc cette question-là, elle reste relativement ouverte. Moi, je suis moins pessimiste que vous. Je trouve que le débat, il est en train de s'ouvrir. Alors après, le monde politique, il réagit parfois avec un temps de retard, et il n'est que le produit des rapports de force qui s'installent dans la société. Et donc c'est vrai que le combat de ces jeunes filles ou de ces jeunes femmes, il est déjà en train de provoquer un débat. Enfin, je trouve qu'il y a déjà le fait d'apparaître sur des plateaux de télévision. Je suis désolé de rappeler mon grand âge, mais franchement, je pense que quand j'avais 20 ans, ça n'existait pas. Ou alors c'était très stigmatisé. Et on avait des débats très enflammés. Moi, je trouve que quand même les débats sont un petit peu moins rugueux et manichéens qu'ils ne l'étaient il y a 10, 15, 20 ans. Donc je pense quand même que la société belge dans son ensemble, et la société française, c'est le même mouvement, j'ai le sentiment qu'on progresse. Alors après, il y a des mouvements en réaction. Moi, je pense que dans toutes les luttes sociales et dans tous les grands mouvements politiques, on voit apparaître effectivement des mouvements en réaction. Donc l'histoire, c'est pas un mouvement linéaire. Et puis, on doit bien parler aussi de la pluralité des médias. Et donc, si vous prenez l'exemple de la France, qui est un beaucoup plus grand pays que la Belgique francophone, 60 millions d'un côté, 4 millions de francophones en Belgique de l'autre, donc on n'est pas dans le même registre, mais en France, vous avez des médias qui, effectivement, vont être, comment je vais dire ça, plus réticents, qui vont avoir des positions conservatrices, puisqu'on personne n'écoute, je vais citer des noms. Donc, si vous regardez BFM TV, si vous écoutez RMC Info, il y a un certain nombre de forums qui très clairement adoptent une position hostile au monde musulman, je pense. Voilà, je le dis peut-être pas avec assez de pincettes, mais je pense qu'il y a parfois des dérapages sur ces chaînes. Je pense qu'on n'a pas ce phénomène-là en Belgique, peut-être parce que le marché est trop réduit et qu'on a moins des médias qui ont une position éditoriale aussi marquée. On est plus mainstream. Mais voilà, donc ça, de ce point de vue-là, je pense que moi, la société belge, en tout cas la société bruxelloise, elle est plus avancée que la société française. Dans Collectif contre l'islamophobie en Belgique, il y a le mot islamophobie qui a été utilisé bien avant la création de notre ASBL, qui déjà en 2008 est cité dans les premiers rapports de UNIA, qui aujourd'hui est un mot utilisé dans tous les rapports internationaux et par toutes les organisations et institutions internationales qui luttent contre le racisme.
le mot islamophobie n'a jamais fait peur au monde journalistique. C'est un mot qu'ils ont utilisé très facilement et très vite. Et aujourd'hui, on a une résistance terrible dans certains partis politiques ou bien dans certains mouvements plutôt, je mets entre guillemets, laïcaires, qui réfutent totalement ce terme, qui le dévoient, etc. Comment se fait-il que ça a été utilisé aussi facilement par le monde journalistique? Alors je pense qu'il y a un enjeu idéologique derrière la définition qu'on donne à l'islamophobie, qui est pour moi, en tout cas très clairement, la discrimination ou le rejet de personnes en raison de leur religion. Cette définition pour moi elle est évidente et si on emploie ce terme-là, c'est ça que ça veut dire. Et puis il y a effectivement certaines tendances laïques qui voudraient autoriser l'islamophobie dans le sens où elle considère que c'est la critique d'une religion et que cette critique doit être autorisée au nom de la liberté d'expression. Alors, ce débat-là, on ne va pas le trancher, mais je pense que c'est un vrai débat sémantique et il a des vrais enjeux idéologiques, politiques. Voilà, je pense qu'il y a des partis en Belgique qui, pour flatter une partie de leur électorat, ont dévoyé le sens d'islamophobie et lui ont donné une connotation qui n'était pas celle communément admise. Donc, c'est un enjeu passionnant, mais comme très souvent en communication politique, parler de la Vivaldi, parler de l'Avanti, parler de l'arc-en-ciel, c'est pas la même chose, et pourtant c'est la même chose. Et donc le mot qu'on met sur une chose, effectivement, permet de donner une vision des choses. Donc peut-être que les journalistes doivent être effectivement attentifs, mais c'est quand même très compliqué pour un journaliste de se retrouver en face d'un parti politique ou d'un élu ou d'un penseur ou d'un intervenant ou d'un militant, une cause quelle qu'elle soit, qui lui dit non, la définition c'est celle-là. Et donc le journaliste se trouve dans une position où il doit réfuter quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Alors moi j'ai une très grande liberté de parole puisque j'ai des fonctions d'intervieweur et d'éditorialiste et donc je suis dans une position très favorable où je me sens autorisé à véhiculer un certain nombre de valeurs qui me tiennent à cœur. Et donc voilà, je peux tout à fait contredire un homme politique ou une femme politique qui me dirait l'islamophobie c'est la critique de la religion. Et donc on pourra avoir un débat. Pour un jeune journaliste qui n'est pas un éditorialiste, qui est un reporter, à qui on impose une très grande neutralité, une très grande prudence, à qui on demande d'être relativement lisse parce qu'il ne doit pas y avoir d'aspérité, on ne doit pas pouvoir penser ce qu'il pense. C'est un peu ça la position de beaucoup de journalistes, ou qu'on impose à beaucoup de journalistes. C'est beaucoup plus compliqué dans ce débat. Et donc voilà, mais je pense que c'est un vrai débat politique. Alors la dernière question que j'ai à vous poser, c'est avec votre expérience multirédactionnelle, avec votre liberté de parole pour certains sujets, etc. Si vous étiez un consultant en diversité, quelles sont les actions que vous proposeriez aux différentes rédactions pour pouvoir ouvrir les rédactions à cette diversité? Alors il y a un vrai enjeu de diversité. Par rapport à ce qui a été dit par les intervenantes précédentes, je vais quand même apporter une petite nuance sur la féminisation de la profession. Donc j'ai entendu les chiffres qui étaient cités. Moi, je veux témoigner que dans l'audiovisuel, en tout cas, il y a une vraie féminisation de la profession. Voilà, à BX1, il y a une majorité de femmes dans la rédaction. À Bel RTL, où je travaille aussi, la rédactrice en chef, c'est une femme. Et il y a, je pense, aussi une rédaction relativement équilibrée. Alors, peut-être que les chiffres qu'on a entendus prennent aussi la presse écrite, d'autres médias, etc. Mais moi, dans les médias auxquels je collabore, je pense que la parité homme-femme, elle est globalement en train d'être respectée. Alors peut-être que là, il y a une autre réflexion à avoir sur la direction générale des médias. Et là, on voit arriver des femmes à des fonctions de rédactrice en chef. On n'en voit pas encore avoir la direction générale d'un média, d'une chaîne de télévision. En Belgique, ça n'est pas encore arrivé. Ça, c'est le premier point que je voulais donner. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement un manque criant de diversité. J'ai été, moi, dans la position de rédacteur en chef, donc moi, je coche toutes les cases. J'ai plus de 50 ans, je suis un mâle, je suis blanc, je suis hétérosexuel, donc je suis vraiment le dominant par excellence, excusez-moi. Et c'est très difficile, cette problématique est très difficile, mais je pense qu'on a un vrai enjeu dans toutes les rédactions, et en particulier dans les rédactions de la place bruxelloise, à être plus représentatif. Moi, par contre, je n'ai pas à connaître de la religion d'un journaliste avec lequel je travaille et d'un journaliste que je suis potentiellement en position d'embaucher quand je suis en position d'être rédacteur en chef. Ça ne me concerne pas.
il est musulman, il est catholique, il est juif, il est laïque. Voilà. Ce que je lui demande, par contre, c'est d'être efficace dans son travail, de respecter une neutralité. Donc j'ai pas tellement envie d'avoir cette idée de quota sur ce terrain-là. Par contre, je suis quand même très frappé que des communes de Bruxelles soient sous-représentées à ce point et qu'on n'ait pas dans les rédactions, y compris à BX1, hein, je n'exonère pas BX1 où j'étais rédacteur en chef 3 ans de ce défaut-là. C'est pas normal qu'il n'y ait pas dans la rédaction de BX1 des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui soient issus de Molenbeek, d'Anderlecht, de Laken, enfin, grosso modo du nord de Bruxelles. Donc on a un problème, je pense, là de formation dans les écoles de journalisme. On a un problème d'accession à la profession et de sélection qui est vraiment très très important à régler et que les écoles de journalisme et les rédactions devraient prendre à bras le corps. Deuxième chose que j'ai envie de dire, parce que j'ai entendu un témoignage qui était très fort et très émouvant, et qui est une vraie difficulté, donc j'ai pas envie de botter en touche. Moi, si je suis venu ici ce soir, c'est quand même pour répondre à cette question-là. Donc c'est la question de l'accession à la profession de journaliste dans les médias audiovisuels de jeunes femmes qui portent le foulard. Et j'ai eu effectivement ces questions-là à devoir trancher et de manière très compliquée. Je vais être plus négatif que vous encore, c'est pas l'accession à la profession qui est en cause, c'est même l'accès au stage. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeunes femmes voilées, étudiantes en journalisme, et on se pose la question de savoir si on peut les prendre en stage ou pas. Ce que je trouve est une discrimination terrible, horrible, et avec laquelle moi, à titre personnel, je suis très mal à l'aise. Alors on se retrouve effectivement avec plusieurs débats là-dedans. Donc il y a le règlement d'ordre intérieur auquel on a fait référence tout à l'heure, qui est effectivement l'idée de la neutralité du journaliste, pas de signe extérieur, etc., qui parfois repose sur aussi des conceptions philosophiques. Je pense qu'il ne faut pas cacher qu'il y a une partie de la presse où certaines tendances laïques sont très affirmées et très présentes. Alors il y a d'autres journaux qui ont plutôt une histoire catholique, mais voilà, ces questions-là existent. Donc il y a le problème du règlement intérieur. Comme une de vos interlocutrices l'a dit, un règlement intérieur, ça peut se changer. Mais par contre, un rédacteur en chef, il n'embauche pas tout seul. Il embauche avec un conseil d'administration au-dessus de lui, avec parfois des actionnaires. Et voilà, le rédacteur en chef a beau peut-être être lui-même convaincu, il ne fait pas ce qu'il veut. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que vous avez quand même parlé de médias mainstream et grand public. Le média mainstream ou grand public, il s'adresse à la plus large population possible. Et il va avoir tendance à offrir des visages qui vont donc véhiculer son message, qui vont représenter le média, qui doivent être le plus représentatif possible, peut-être présenter le moins d'aspérité possible et sur lesquels le plus de téléspectateurs, auditeurs, lecteurs vont pouvoir se retrouver. Alors on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de visage de la diversité en Belgique. Salima Bellabass, Hakima Darmouche, il y a des reporters ouvertement musulmans à l'RTBF aussi. Enfin, voilà. Donc il y a des visages qui existent. Il n'y a pas de visage, par contre, qui porte le voile. Je voudrais pas... donc ce débat est très compliqué, je trouve. On ne peut pas le régler comme ça en 2 minutes. Et je voudrais quand même aussi attirer votre attention sur le fait, parce que j'entends beaucoup, souvent dans la communauté, de rejet de ces grands médias en disant ils ne nous représentent pas, ils sont contre nous, une forme de victimisation. Je pense que ce n'est pas ça qui est en jeu. Et je vous donne un exemple. Par exemple, quand RTL décide qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont représentées par RTL et que les intervenants sur ces antennes doivent se résoudre à ces valeurs, c'est ce qui nous permet aussi de se séparer de journalistes qui ne respectent pas ces valeurs. Genre, je vous rappelle par exemple Luc Trullemans, s'il y en a eu d'autres après. Au nom de ces valeurs, on a pu aussi dire que des journalistes ou des intervenants qui développaient des propos qu'on jugeait racistes ou islamophobes n'avaient pas leur place à RTL. Donc le débat n'est pas si simple que ça. Et je trouve que, et puis après j'arrête parce que je sais que je suis en train de déborder, je trouve que le débat il est d'autant plus important pour ma profession qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et où on sait très bien qu'il y a énormément de jeunes qui quittent la télévision, la radio et qui s'informent uniquement sur Facebook ou sur des médias alternatifs. Ce serait dramatique qu'à cause de ça, les médias traditionnels perdent de leur influence à ce point que la société soit complètement morcelée et qu'on ne consommions plus que le média qui nous ressemble. Je suis musulman, j'écoute un média musulman. Je suis catholique, j'écoute un média catholique. Ça, je pense que c'est la pire des choses qui peut nous arriver si on veut construire un Bruxelles serein. Eh bien, merci pour votre franchise et votre sincérité. Je vous en prie. Et merci de m'avoir invité. C'était un honneur pour nous.
Je ne sais pas si on n'est pas beaucoup dans le public. On respecte en tout cas les consignes de sécurité qui nous sont imposées. Hanan, tu as des questions? Pas nécessairement pour M. Grosfilet, mais... Oui, je pense que tout le monde a abordé la question de la non-représentativité des femmes voilées sur un plateau de télé quand il s'agit de débattre sur la question du foulard, y compris dans les rédactions, si j'ai bien compris, y compris dans l'audiovisuel. Par exemple, on a le modèle au Canada où les femmes voilées aussi donnent le journal télévisé en direct. Par contre, il y a une chose où je me sens un peu trop optimiste, peut-être, parce que moi je suis assez très pessimiste dans le sens où je le vis. C'est-à-dire que quand vous comparez avec la France, c'est-à-dire que Bruxelles est plus en avance comparé à la France, j'ai pas cette impression-là, parce qu'en fait, les débats français s'éternisent sur les débats à Bruxelles, et donc s'il y a de par notre proximité linguistique, forcément, il y a des répercussions. Peut-être là-dessus, je suis un petit peu pessimiste. Maintenant, c'est peut-être le fait que je vis les discriminations, donc je suis un petit peu exacerbée par ça. Mais moi, ce qui m'interpelle en fait le plus, c'est que j'avais porté plainte au CDJ parce que j'étais passée sur un journal télévisé, on ne m'a pas retransmis. Et en fait, on me dit qu'il y avait que le journaliste avait le droit au choix de l'interlocuteur. Je ne sais pas si vous choisissez vos interlocuteurs en fonction peut-être de vos sensibilités, ou en fonction de vos opinions, ou en fonction peut-être, je ne sais pas, d'un choix stratégique au niveau des reportages. Voilà. Alors c'est difficile pour moi de commenter une affaire que je ne connais pas, un reportage que je ne connais pas, et une plainte au Conseil de déontologie journalistique à laquelle je n'ai pas assisté. Donc c'est très compliqué. Juste quand même, voilà, donc pas me prononcer sur le fond de l'affaire, vraiment pas. Mais par contre, oui, quand on fait un reportage, on va interviewer parfois beaucoup de monde et on va pas passer tout le monde. Voilà. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une intention maligne de la part du reporter et qu'on vous a écarté, par exemple, parce que vous portez le foulard. On vous a peut-être écarté parce qu'on a trouvé qu'un autre propos était plus fort, ou parce que dans un reportage télévisé qui dure 1 minute 30, on sait qu'on a le droit à 3 fois 15 secondes d'interlocuteur ou d'interlocutrice. Et effectivement, on fait un choix. Voilà. Honnêtement, après, sur le fond de l'affaire, je ne peux vraiment pas me prononcer. Okay, donc vous confirmez que le choix de l'interlocuteur est... Le reporter, il est a priori maître de son reportage. Et voilà, franchement, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de micro-trottoirs. La règle, c'est on fait 10 micro-trottoirs pour avoir une personne intéressante qu'on va prendre, quoi. Donc on en a écarté 9. Voilà, c'est comme ça. Guillaume Meurice, par exemple, en France, lui, on sait très bien, donc lui, c'est un provocateur, il va aller chercher des gens qui vont dire tout et n'importe quoi, et donc ça va passer, et donc on en rigole. Ok, mais quand il y a des choses super intéressantes, moi j'avais critiqué sur la décision qui avait été rendue par la Cour constitutionnelle, j'avais donné des arguments juridiques avec des lois, etc., à la Constitution à la clé, avec des articles de Constitution et de la Constitution, et ça n'a pas été passé. Donc j'ai l'impression qu'en fait, dans le monde du journalisme, on préfère plutôt mettre en avant une certaine émotion, un récit, plutôt que des arguments, des débats de fond, etc. Alors vous mettez un doigt sur un autre point qui est l'accessibilité du discours et la capacité. Alors, chaque média a sa politique éditoriale et va avoir son public. C'est clair que si je travaille au journal Le Monde, c'est pas la même chose que si je travaille au journal Détective. Je sais pas si ça existe encore, ça. Mais donc voilà, on n'est pas dans le même niveau de discours, si vous voulez. Et donc peut-être qu'effectivement, je sais pas à quel média vous faites référence, mais peut-être qu'effectivement, moi je vois plein de médias grand public, où si vous faites des références à des arrêts de la Cour constitutionnelle, on va pas vous prendre. Voilà. Et donc, parce que c'est trop compliqué, que ça nécessite des connaissances juridiques qu'on pense qu'une partie du public n'a pas. Et donc, c'est pas de l'islamophobie, ça. C'est de la sélection journalistique en fonction d'une politique éditoriale. C'est pas la même chose. C'est là où ça prouve qu'en fait, cette sélection-là, c'est qu'aujourd'hui, le journalisme n'est pas là pour instruire les
Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Je pense que c'est beaucoup plus subtil et compliqué que ça. La presse indépendante, depuis qu'elle existe, hein, c'est-à-dire depuis 3 siècles, elle marche sur 2 pieds, si vous voulez. Il y a le concept de quelles sont les informations qui sont utiles au débat public dans un sens d'élever la citoyenneté, et quelles sont les informations que le public a envie d'avoir pour qu'on achète mon journal. Voilà. Et chaque média va faire sa propre balance de sa politique éditoriale. Et donc, de nouveau, la politique éditoriale du Monde, c'est pas la même politique éditoriale que Détective. Et voilà. Mais c'est indispensable, je pense, pour la pluralité de la presse et pour la vitalité démocratique, parce que s'il n'y a que la notion de « je dois élever mon public », d'abord, c'est le journaliste qui se pose en position de prescripteur absolu. C'est lui qui sait ce qui est intéressant pour le public et ce que le public doit savoir. Et c'est la Pravda. Donc voilà, donc c'est pour ça que la pluralité de la presse est importante aussi. Alors, j'ai une question sur notre page Facebook. Alors, je vis depuis une 40aine d'années en Belgique. Je n'ai jamais vu un reportage, un documentaire, une information objective et positive sur les musulmans et les immigrés, sur la RTBF, RTL, 3 petits points. Comment est-ce possible qu'en 50 ans de présence maroco-turco-congolaise, la ligne éditoriale soit toujours aussi violemment négative? Je ne sais pas si on peut répondre ou quelqu'un puisse... Moi, je vais peut-être laisser la place parce qu'on a dit tout à l'heure que les hommes ne devaient pas monopoliser la parole. Je ne voudrais pas me faire prendre en défaut. Juste dire, je trouve que cette remarque-là, elle est un petit peu dure. Voilà. Alors, après, chacun a ses sensibilités et analyse le contenu d'un média en fonction de ses propres opinions. Voilà, il y a des gens qui pensent que tel ou tel média est absolument vendu aux socialistes, que tel autre est vendu aux écolos. Mais c'est le même débat, en fait. Et donc, voilà, en fonction de son ressenti, on peut avoir une image négative d'un média, alors que le voisin qui a un ressenti, une culture, une histoire différente, n'aura pas du tout le même ressenti, mais je laisse ma place. Okay, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer aussi. C'est très difficile à... Voilà, c'est un jugement, voilà. Et donc le jugement, il est permis, mais il est subjectif. Voilà. Alors, il n'y a plus de questions. Si quelqu'un veut encore intervenir. Ouais. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Ça m'a vraiment plu, c'était intéressant. Je voudrais juste me permettre de poser une dernière question sur vos filets. Vous êtes comme l'un des plus anciens. Voilà. Comment on peut faire pour réussir dans le journalisme belge et espérer une longue carrière? Si vous avez peut-être quelques conseils à donner, parce que moi, par exemple, je viens de commencer. On est très loin de l'islamophobie, hein, mais... ouais, non, vous sortez un peu du contexte. Vous avez peut-être quelques conseils? Je vais saluer les spectateurs parce qu'ils n'entendent absolument pas ce que vous dites. En tout cas, je tiens à remercier le public dans la salle, les téléspectateurs, ou je ne sais pas si on peut appeler sur le net des spectateurs, mais en tout cas les personnes présentes à nous regarder ce soir. Je tiens à remercier les 4 journalistes qui nous ont fait l'honneur de participer à ce face-à-face avec moi. Je ne suis pas un journaliste professionnel, mais ils ont répondu à pas mal de questions que je posais. Et je vous donne rendez-vous demain à 18h30 au MRAX avec un autre panel de journalistes des médias alternatifs. Merci de votre écoute et bonne soirée.